Pourquoi le monde commence-t-il soudain à s'inspirer de l'Afrique? Cette question n'est pas nouvelle, mais elle prend aujourd'hui une ampleur inédite. Ce n'est ni une coïncidence, ni une mode passagère, ni un simple effet de l'actualité brûlante. Il y a bien plus derrière ce changement de regard. Un basculement silencieux, une révolution des mentalités qui s'opère non seulement sur le continent africain, mais aussi dans l'esprit de ceux qui l'observent depuis les quatre coins du globe. Depuis des décennies, la puissance a été mesurée à l'aune de critères importés. Le nombre de chars alignés dans les casernes, la quantité de devises étrangères accumulées dans les coffres, la capacité à attirer les regards des puissances étrangères. Prenons par exemple l'image d'un chef d'État africain, reçu avec faste à Paris ou à Londres, entouré de gardes du corps étrangers, présenté comme le symbole d'une réussite internationale. Pourtant, derrière le décor, la réalité était souvent tout autre. Une économie dépendante, une société fragmentée, des rêves d'émancipation reportés à demain. On voulait nous persuader que l'aide extérieure, les armes importées, les conseils d'experts venus d'ailleurs étaient notre unique salut. Par exemple, dans les années 70, de nombreux pays du Sahel dépendaient quasi exclusivement des missions d'experts pour planifier leur développement, au point que la moindre sécheresse les plongeait dans la panique et la dépendance. Mais si la véritable force africaine reposait sur toute autre chose, le secret, c'est la confiance tissée entre voisins, familles, villages, peuples. Là où certains voiteront des frontières, nous tissons des liens. Là où d'autres parlent de coalitions armées, nous privilégions la fraternité, l'écoute, le respect. Cette force invisible s'est déjà manifestée à maintes reprises dans notre histoire. Pensez à la grande solidarité qui, lors des famines des années 80 au Burkina Faso, a permis aux villages de s'organiser pour partager le peu de mil et de maïs disponibles, ou à la façon dont, lors des inondations à Maputo, des familles entières ont accueilli leurs voisins, sans rien demander en retour. Trop longtemps, la peur a été l'arme des puissances étrangères. Diviser pour mieux régner, semer le doute pour mieux contrôler, instiller la méfiance dans nos cœurs. Cette peur a figé des générations dans la dépendance. Souvenez-vous de la stratégie du commandement indirect utilisée par les colonisateurs britanniques. Ils nommaient des chefs locaux, les dressaient les uns contre les autres afin de mieux contrôler les populations. Cette méthode, loin d'être révolue, s'est perpétuée sous d'autres formes. Rivalité ethnique instrumentalisée, guerre civile attisée par l'extérieur, fausses promesses de stabilité en échange d'une obéissance aveugle. Mais aujourd'hui, l'histoire bascule. Là où la peur régnait, l'unité grandit. Là où les rivalités étaient tatisées, la confiance renaît. Un feu invisible s'allume partout sur le continent, de Dakar à Addis Abeba, de Ouagadougou à Maputo. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder l'éveil de la société civile au Sénégal, les mobilisations paysannes au Mali ou le dynamisme des femmes entrepreneurs au Nigeria. Partout, la même volonté de reprendre en main son destin, de tisser des alliances locales avant de chercher des sauveurs lointains. L'Afrique n'a pas besoin de protecteurs extérieurs lorsqu'elle croit en elle-même. Plus besoin d'attendre qu'un sauveur vienne de loin. La vraie révolution, c'est la confiance retrouvée, cette force tranquille qui libère les esprits et ouvre la voie vers l'indépendance réelle. C'est ce qu'ont compris dès les années 50 des leaders visionnaires comme Thomas Sankara au Burkina Faso ou Julius Nyerere en Tanzanie. Ils ont bâti leur politique sur l'autosuffisance, la valorisation de la culture locale, la dignité retrouvée. Même si leurs projets ont été souvent contrariés, ils ont semé les graines d'une confiance nouvelle qui éclot aujourd'hui. Si nous détournons les yeux de cette force nouvelle, nous resterons vulnérables, soumis au récit des autres, et dépendants de ceux qui n'ont jamais voulu notre émancipation. Mais si nous l'accueillons, la dignité, la souveraineté et la prospérité deviennent possibles. Il suffit de regarder l'histoire de l'Inde, qui après des siècles de colonisation britannique, a retrouvé son indépendance grâce à une mobilisation fondée sur la confiance collective et la non-violence, incarnée par Gandhi. L'Afrique aussi peut écrire un tel récit, à condition d'oser croire en elle-même. Mais cette confiance nouvelle, comment grandit-elle concrètement? Pour la comprendre, il faut revenir à la source. Nos solidarités quotidiennes, nos traditions, notre capacité à inventer ensemble. Prenons l'exemple des tontines, ces associations d'épargne informelle qui existent depuis des générations dans de nombreux pays africains. Elles permettent à des femmes de financer la scolarisation de leurs enfants, à des jeunes de lancer un petit commerce, à des villages de construire un puits. Ce sont des gestes simples mais porteurs d'un immense pouvoir. Et si la colonisation la plus dangereuse n'était pas celle des chaînes, mais celle de l'esprit? Depuis des générations, la peur a été l'arme secrète utilisée contre l'Afrique, bien plus que les fusils ou les frontières.
Colonisateurs, puis puissances étrangères, ont semé la division, imposé des récits biaisés et manipulé la peur pour contrôler des peuples entiers, souvent sans verser une goutte de sang. À l'image du système d'éducation hérité de la colonisation, qui valorisait la littérature française ou britannique au détriment des langues et des traditions africaines, confinant les jeunes à un sentiment d'infériorité culturelle. La vraie servitude ne se limite jamais à la perte des terres ou des richesses, mais s'enracine dans la dépendance à des idées qui ne sont pas les nôtres. Quand l'école élève des héros lointains, quand nos médias ressassent des mots venus d'ailleurs, quand nos élites cherchent la reconnaissance à l'étranger, c'est notre esprit qui devient prisonnier. Rappelons-nous des années 90, où un président africain pouvait être célébré à l'ONU, mais ignoré dans son propre pays. Regardez, hier et aujourd'hui, beaucoup de leaders africains ont préféré la sécurité offerte par Paris, Londres ou Washington plutôt que la confiance de leur propre peuple. Le prestige semblait ailleurs, la légitimité aussi. Mais à force de tendre la main vers l'extérieur, ils ont creusé un fossé de méfiance avec ceux qu'ils étaient censés défendre. C'est ce qui explique, en partie, la récurrence des coups d'État ou des soulèvements populaires. Un peuple qui ne se sent pas entendu finit toujours par réclamer justice. Même la narration des événements change selon qui la tient. Une foule révoltée dans les rues de Paris, une manifestation. La même colère à Bamako ou à Ouagadougou, une émeute, la justice, la soif de dignité, tout cela jugé selon le prisme de l'étranger. Combien de fois a-t-on vu les médias internationaux relayer une crise africaine en insistant sur la violence et l'instabilité, alors que les mêmes actes sont présentés comme l'expression légitime d'un peuple en Europe ou en Amérique du Sud ? Dans les salles de classe, à la télévision, dans les journaux, l'Afrique continue d'absorber des modèles venus d'ailleurs. Les programmes scolaires glorifient toujours l'histoire des vainqueurs. Les médias locaux reprennent les analyses étrangères, et parfois même nos rêves semblent importés. Tant que le regard extérieur pèse plus que la parole du voisin, nous restons enfermés dans une vision qui n'est pas la nôtre. Il suffit d'ouvrir un manuel d'histoire dans un lycée d'Abidjan pour constater que les périodes les plus valorisées sont celles de la colonisation ou des indépendances, et non pas les épopées mandingues ou l'histoire des royaumes du Bénin. Voici le vrai péril: rester colonisé mentalement, attendre sans cesse l'approbation de l'étranger et perdre peu à peu notre identité. Renoncer à écrire notre histoire, à construire une souveraineté d'abord mentale avant qu'elle ne devienne réalité. L'exemple du Japon est saisissant. Après la Seconde Guerre mondiale, le pays a su se réinventer en s'appuyant sur ses valeurs propres, tout en adaptant les meilleures pratiques venues d'ailleurs. L'Afrique aussi peut choisir cette voie. Mais comment briser ce cercle et retrouver la maîtrise de notre propre récit ? Cela commence par un choix, un geste de confiance envers nous-mêmes et entre nous. Il suffit parfois d'un projet local pour changer la donne. À Kigali, au Rwanda, le nettoyage communautaire mensuel, l'Umuganda, a permis non seulement de transformer la ville, mais aussi de réconcilier une population meurtrie par le génocide. Peut-on vraiment façonner notre avenir sans attendre l'aide de personne ? Cette question dérange, car elle bouscule l'idée profondément ancrée que le destin de l'Afrique dépend toujours des autres. Pourtant, l'histoire est sans appel. Ce continent a été dépouillé, ses terres et son or extraits pour enrichir d'autres peuples, tandis que ses enfants restaient dans la pauvreté. Les mines d'or du Ghana, exploitées depuis des siècles, ont alimenté les trésors de Lisbonne et de Londres, tandis que les populations locales n'envoyaient que les poussières. Des décennies durant, l'aide étrangère s'est présentée comme une main tendue, mais elle a tissé une toile de dépendance invisible. Chaque prêt, chaque mission extérieure, sous couvert de générosité, laisse derrière elle une dette silencieuse et un sentiment d'infériorité. Comment bâtir l'avenir si on nous apprend à attendre, à demander, à supplier ? Les plans d'ajustement structurel imposés dans les années 90 en Afrique de l'Ouest sont un exemple frappant. Ils ont parfois détruit des industries locales, renforçant la dépendance aux importations. Aujourd'hui, dans des pays comme le Burkina Faso, une transformation profonde s'amorce. Les ingénieurs, les paysans, les jeunes décident désormais de leur destinée. Ils refusent que leur histoire soit écrite par d'autres. Ils la reprennent, la vivent, la transforment. Les étudiants en informatique montent leurs propres start-up, les agriculteurs s'organisent en coopératives pour négocier de meilleurs prix, les femmes créent des réseaux pour promouvoir la santé maternelle. Observez ces coopératives agricoles qui émergent, voyez ces réserves de grains qui protègent tant les villages, même lors des pires sécheresses. L'industrialisation locale n'est plus un rêve lointain. De petites usines surgissent, transforment le coton, l'arachide, l'or et créent de nouveaux emplois pour la jeunesse qui autrefois ne voyait d'avenir qu'ailleurs.
À Bobo-Dioulasso, par exemple, une usine de transformation de mangue emploie aujourd'hui des centaines de jeunes, alors que 10 ans plus tôt, la plupart rêvaient uniquement de partir en Europe. Dans un village du Nord, il y a quelques années à peine, la faim était une menace quotidienne. Aujourd'hui, ce village exporte ses surplus de mil et de maïs vers le Mali. Cette victoire est celle de la confiance retrouvée et de la solidarité entre voisins. On raconte l'histoire de cette grand-mère qui, ne pouvant plus cultiver, a vu ses voisins, jeunes et moins jeunes, venir travailler son champ pour elle, en échange d'un simple sourire et de quelques conseils transmis le soir autour du feu. Même les contrats miniers évoluent. Plutôt que de céder l'or à vil prix, le pays négocie pour que la transformation se fasse sur place, générant des emplois et des revenus qui profitent enfin aux familles et à l'économie locale. C'est une révolution silencieuse mais réelle. La Tanzanie, par exemple, a récemment renégocié ses contrats miniers pour exiger que l'or soit raffiné localement, créant ainsi une chaîne de valeur complète sur son sol. Le commerce entre pays africains, longtemps négligé, devient un moteur de prospérité collective. Au lieu de brader la production à l'étranger pour la racheter à prix d'or, les producteurs s'organisent pour échanger, transformer et consommer ce qui vient de leur propre terre. L'exemple de la zone de libre-échange continentale africaine, lancée en 2021, montre que cette dynamique est en marche. Les échanges régionaux progressent, permettant de mieux résister aux chocs mondiaux. Mais le risque demeure immense. Si nous n'osons pas reprendre le contrôle de nos richesses, si nous continuons de croire que la solution viendra toujours d'ailleurs, alors nous resterons pauvres dans un continent pourtant si riche. Nous continuerons de sacrifier notre dignité et notre avenir pour une aide qui, au lieu de libérer, finit par enchaîner. Il suffit de voir le sort de certains pays pétroliers dont la population reste plongée dans la misère, malgré des ressources abondantes, parce que la valeur ajoutée est captée à l'étranger. Pourtant, un autre pouvoir grandit dans l'ombre. Il ne s'appuie ni sur l'aide extérieure, ni sur les armes, mais sur l'unité et la confiance retrouvée. C'est cette dynamique qui a permis, en 2023, à la Côte d'Ivoire de devenir autosuffisante en riz, grâce à la mobilisation des agriculteurs, des chercheurs et des décideurs locaux. Et si pour une fois, c'était l'Afrique qui montrait la voie? Plus question de suivre, ni d'attendre l'approbation d'autrui. Désormais, le monde observe l'Afrique différemment, non plus comme une terre à exploiter, mais comme un laboratoire vivant de résilience et d'audace, une source d'inspiration pour ceux qui doutent encore de la force du collectif. L'Union africaine, en lançant l'initiative du passeport africain, a montré qu'il est possible d'imaginer une circulation plus libre des personnes, inspirant même des débats sur l'immigration dans d'autres régions du monde. Prenons le Burkina Faso. Malgré les sanctions, malgré les pressions, le pays se relève, forgeant sa propre trajectoire. Il mise sur ses industries locales, tisse des alliances régionales, transforme chaque difficulté en levier d'émancipation. Ici, l'Afrique cesse de tendre la main pour recevoir et commence à bâtir avec ce qu'elle possède, ses racines, sa solidarité, son inventivité. À Ouagadougou, un centre de formation professionnelle accueille chaque année des centaines de jeunes déscolarisés, leur offrant une seconde chance et les outils pour construire leur avenir. Ce sont justement ces valeurs qui deviennent aujourd'hui l'exportation la plus précieuse du continent. L'entraide, le courage, le refus de laisser quiconque au bord de la route. Voilà la vraie richesse. Les liens de confiance, la force du collectif, remplacent peu à peu l'obsession pour l'or ou le pétrole. Demain, ces qualités pourraient bien devenir la nouvelle mesure de la puissance. Déjà, on voit des organisations internationales s'inspirer du modèle des mutuelles de santé africaines pour repenser la solidarité dans d'autres continents. Le rêve panafricain n'est plus une abstraction lointaine. Il se réalise pas à pas dans le partage des ressources, la construction de marchés intégrés, l'émergence d'un leadership commun. C'est la vision d'une Afrique qui refuse la soumission et qui choisit d'être actrice, non spectatrice, de son histoire. Une Afrique qui inspire par sa dignité, sa capacité à transformer la diversité en force commune. Le projet du train Dakar-Bamako illustre cette volonté d'intégration régionale, rapprochant les peuples et dynamisant les économies locales. Mais ce rêve est fragile. Il suffit d'une division, d'un retour de la corruption ou de l'oubli des erreurs passées pour que tout vacille. L'histoire l'a prouvé, l'unité n'est jamais acquise et la moindre faille rouvre la porte à la dépendance, à la perte de souveraineté et de fierté collective. L'expérience de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en matière de résolution des conflits, montre qu'il est possible de surmonter ces défis, à condition de rester vigilant. Le défi ultime, désormais, c'est l'usage du pouvoir retrouvé.
Allons-nous répéter les mêmes erreurs que ceux qui nous ont dominés? Ou saurons-nous inventer un modèle différent, fondé sur la justice, le partage, une confiance qui inclut chaque femme, chaque homme, chaque jeune du continent? L'avenir se joue dans ce choix. En Afrique du Sud, après la fin de l'apartheid, la commission Vérité et Réconciliation a prouvé qu'il était possible de construire une société sur le pardon et la participation de tous, plutôt que sur la vengeance ou l'exclusion. Mais comment briser les chaînes invisibles qui freinent encore cette renaissance? Le chemin vers une liberté authentique commence par un changement de regard, une reconstruction intérieure. Il s'agit d'oser rêver à voix haute, de refuser l'autocensure, de mettre en avant les réussites, même modestes, au lieu de ne parler que des échecs. Alors concrètement, que pouvons-nous faire, chacune et chacun d'entre nous, pour bâtir cette confiance et façonner un avenir africain souverain? La révolution débute ici, maintenant, avec ce que nous possédons déjà. Voici quelques étapes à franchir collectivement. D'abord, valoriser l'éducation enracinée dans nos réalités. Cela signifie enseigner l'histoire précoloniale, les langues locales, les savoir-faire traditionnels, aux côtés des sciences modernes. Par exemple, au Mali, certaines écoles rurales intègrent désormais l'apprentissage du Bambara et l'étude de l'histoire de l'Empire du Mali au programme officiel, redonnant fierté et confiance aux élèves. Ensuite, soutenir l'entrepreneuriat local. Il s'agit de créer des réseaux de financement solidaires, d'accompagner les jeunes porteurs de projets, de promouvoir la consommation des produits locaux. À Abidjan, des marchés entiers sont réservés aux produits cultivés dans un rayon de 50 km, offrant des débouchés directs aux agriculteurs de la région. Favoriser les échanges régionaux. Cela passe par la construction d'infrastructures, mais aussi par la simplification des formalités douanières, la reconnaissance mutuelle des diplômes, la mobilité des étudiants et des travailleurs. L'initiative Écoles sans frontières, lancée par le Sénégal et la Gambie, permet à des élèves de suivre des cursus communs et de mieux comprendre la culture du pays voisin. Mettre les femmes au cœur du développement. Partout où elles sont associées aux décisions, la société progresse plus vite. Au Togo, la création de groupements féminins pour la gestion de l'eau potable a permis de réduire considérablement les maladies hydriques dans certains villages. Développer la culture du débat. Accepter la contradiction. Valoriser la critique constructive, former les jeunes à l'esprit d'analyse et à la prise de parole. Au Bénin, le festival Paroles d'Afrique réunit chaque année des jeunes orateurs venus de tout le continent pour débattre de sujets de société, créant une génération consciente et engagée. Protéger l'environnement, car la souveraineté ne peut se construire sur une nature détruite. Le projet Grande Muraille Verte, qui vise à reboiser des milliers de kilomètres de savane du Sénégal à Djibouti, incarne cette volonté collective de préserver la terre pour les générations futures. Ce projet mobilise des paysans, des scientifiques, des ONG et des gouvernements dans un même élan. Le cœur du combat aujourd'hui se trouve dans l'éducation et la transmission. Il ne s'agit plus seulement de revendiquer, mais de partager l'histoire, les savoirs, les valeurs qui constituent la force de notre continent. Chaque parent, chaque enseignant, chaque aîné doit raconter l'Afrique avec ses propres mots, sans filtre imposé, sans censure venue d'ailleurs. Comme le fait la conteuse malienne Aminata Traoré, qui sillonne les villages pour transmettre l'histoire des héroïnes africaines oubliées. Journaliste, éducateur, artiste, leader d'opinion. Il est temps de prendre la plume, la caméra ou le micro pour raconter l'Afrique telle qu'on la vit et telle qu'on la rêve. Car contrôler notre récit, c'est reprendre en main notre avenir. Tant que d'autres écrivent notre histoire, ils dessinent aussi nos ambitions, nos peurs, nos limites. Le succès du film Félicité de Alain Gomis, récompensé à Berlin, prouve que le monde est prêt à entendre des récits authentiquement africains. Aller chercher le savoir à l'étranger n'est pas une faiblesse mais une richesse. Ce savoir doit être transformé, adapté, réinventé pour servir nos besoins, non pour nous rendre dépendants de modèles importés. Apprenons des autres, mais gardons toujours en mémoire qui nous sommes et ce que nous voulons bâtir. L'exemple du Maroc, qui a adapté la technologie solaire allemande pour créer la centrale Noor, démontre la puissance de l'innovation contextualisée. Regardons autour de nous des écoles comme Kadiatou au Mali, qui enseignent les sciences autant que l'histoire africaine. Des coopératives de femmes au Burkina Faso, qui transforment le karité du champ jusqu'à l'exportation. Des réseaux agricoles entre pays sahéliens qui renforcent l'autosuffisance alimentaire. Ces initiatives prouvent que la liberté de l'esprit ouvre la voie à la liberté des mains, produire, transformer, construire. Le mouvement des makers africains, qui créent des objets innovants avec des moyens modestes, illustre cette capacité à inventer à partir de la réalité locale. Les jeunes jouent un rôle central.
Les impliquer dans la connaissance de leur histoire et de leur potentiel, c'est leur offrir la force de résister aux discours qui diminuent l'Afrique. C'est leur transmettre la confiance d'oser, d'innover, de croire que leur destin n'est écrit par personne d'autre. En Ouganda, le programme Young Leaders Africa forme chaque année des centaines de jeunes à l'entrepreneuriat social, leur permettant de devenir les architectes du changement. Mais ce défi est collectif. Si nous restons passifs, la renaissance ne sera qu'un mot vide. Si nous n'agissons pas, d'autres continueront à façonner notre avenir. La souveraineté n'est pas une promesse, mais une pratique quotidienne, un engagement partagé. Elle se construit lors de chaque choix d'achat, chaque débat public, chaque initiative citoyenne. Tout commence par un geste simple, croire en nous, créer ensemble, transmettre l'esprit d'indépendance à celles et ceux qui suivront. Chaque jour poser une pierre de plus sur le chemin de la dignité retrouvée. C'est dans les petites victoires que naissent les grandes révolutions. Mais cette transformation ne se fera pas en un jour. Il faut maintenant regarder en face les obstacles qui persistent, et comment, ensemble, nous pouvons les surmonter. Il reste des défis majeurs, la corruption, la tentation du repli identitaire, les ingérences extérieures déguisées en coopération. Mais l'histoire regorge d'exemples où des peuples ont réussi à surmonter de tels écueils. L'Indonésie, qui a reconquis sa souveraineté après des décennies de colonisation et de tutelle, ou le Rwanda, qui s'est relevé d'un génocide pour devenir un modèle de résilience. Êtes-vous prêt à écrire votre propre histoire ? Cette question n'est pas rhétorique. Elle s'adresse à vous, à chacun d'entre nous. Car l'histoire ne se fait pas seulement dans les palais ou les conférences internationales, elle se construit dans les champs, les ateliers, les écoles, les familles. Tout commence aujourd'hui par une question simple, mais essentielle. Aurons-nous le courage de nous faire confiance pleinement, sans détour ? Car c'est là, au cœur de cette confiance partagée, que se trouve la clé de la renaissance africaine, réelle et durable. Cette confiance n'est pas naïve. Elle s'appuie sur les réussites passées, sur la force de la tradition, sur la volonté d'apprendre et de s'améliorer sans cesse. Ce n'est ni un rêve inaccessible, ni un concept abstrait. C'est une force tangible, enracinée dans la vie quotidienne, sur les places animées, dans les salles de classe, sur les routes de campagne, jusque dans les foyers. Elle se dévoile dans chaque regard franc, chaque sourire offert, chaque fois où l'on choisit d'avancer ensemble, malgré les doutes. Elle s'incarne dans le geste du médecin qui soigne sans attendre de paiement, du jeune qui enseigne bénévolement, du chef de village qui arbitre un conflit dans l'intérêt de tous. L'Afrique ne se relèvera pas grâce à des aides lointaines, ni aux promesses des puissants. Non, elle se tiendra debout, fière et libre, portée par des femmes et des hommes décidés à reprendre leur destin, à bâtir, à inventer selon leur propre vision du monde. À l'image de la coopérative de pêcheurs du Sénégal qui, face à la surpêche industrielle, a décidé de créer ses propres réserves marines, prouvant que l'autogestion est possible. Il est temps de rompre avec les récits qui emprisonnent, d'abandonner ces chaînes invisibles faites de peur et de résignation. La seule dépendance qui subsiste est celle que l'on accepte. Désormais, chaque choix, chaque acte résonne bien au-delà de soi. L'exemple des mouvements citoyens comme Y en a marre au Sénégal ou Balai citoyen au Burkina Faso illustre le pouvoir de l'engagement individuel et collectif. Imaginez une Afrique où chaque enfant ose rêver sans crainte, parce qu'il sait que son avenir lui appartient, où le savoir circule de bouche à oreille, de livre en livre, où l'industrie, l'agriculture et la culture s'épanouissent sous l'impulsion des peuples, non sous la surveillance de regards extérieurs. Ce futur est à portée de main, si nous décidons d'y croire ensemble. Il se construit dans la diversité des langues, des coutumes, des religions, mais avec une même ambition, la dignité. La vraie puissance ne se compte pas en nombre de chars, ni en richesses cachées à l'étranger. Elle se construit lentement sur la confiance et la solidarité, entre voisins, entre générations, entre nations sœurs. C'est cette énergie invisible qui, hier déjà, a permis d'affronter les épreuves et de transformer les obstacles en tremplins. Pensons à la résistance contre l'apartheid, où la solidarité internationale et la mobilisation locale ont fini par renverser un système jugé invincible. N'attendons plus l'approbation venue d'ailleurs. L'Afrique n'a ni à implorer sa dignité, ni à négocier sa souveraineté. Elle a le droit et le devoir de se tenir droite, guidée par ses propres rêves, ses propres forces, sa propre histoire. Le monde a besoin de cette Afrique debout, inventive, solidaire. Le monde regarde. Certains espèrent notre chute, d'autres redoutent l'éveil d'une Afrique sûre d'elle, inventive, fière. Montrons à tous que la vraie révolution vient de l'intérieur. Un peuple uni, conscient, transformant la confiance en moteur de progrès.
La meilleure réponse à la condescendance n'est pas la plainte, mais la réussite collective. Aujourd'hui, refusons la prison du passé. Refusons la division, la dépendance, le silence imposé. Levons la tête, ensemble. Soyons fiers de ce que nous sommes, fiers de ce que nous construisons, fiers de ce que nous transmettrons. Comme le dit un proverbe africain, si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marche avec les autres. Ce n'est pas qu'un slogan. C'est un appel à agir, à croire en nos capacités, à bâtir l'avenir dans l'unité. Écrivons dès maintenant la page la plus ambitieuse et la plus libre de notre histoire commune. Que chaque génération trouve sa voie, que chaque village écrive son histoire,